Vous entendez sans doute beaucoup parler de l'impact de l'IA sur tel ou tel métier. L'un des métiers qui est menacé par cette technologie, c'est les doubleurs. Alors aujourd'hui, en compagnie de Brigitte Lecordier, qui est une légende du doublage français, qui a doublé Sangoku, Sangohan, Oui Oui, Pipoudou, bon je peux pas les citer tous, et de son fils Louis Lecordier, doubleur également, et ensemble ils bataillent pour réguler l'usage de l'IA dans le doublage. Alors aujourd'hui, on se pose et on discute pour comprendre pourquoi cette technologie menace directement les doubleurs, mais aussi vous et moi, les spectateurs. En France, on a quand même une grosse culture du doublage. Oui. C'est aussi pour ça que l'IA fait aussi peur, à l'inverse de certains pays. En France, c'est vraiment des comédiens formés qui donnent leur âme dans le doublage et ça donne des trucs qui sont formidables. Par exemple, je vous invite à regarder la version française de JoJo's Bizarre Adventure. Oui. Imaginez une seule seconde. Enfin, franchement, quand vous écoutez ça, quand j'ai découvert quelques extraits de la version française, c'est complètement barré et c'est incroyable ce qu'ils ont réussi à faire et la puissance qu'ils ont mis dedans. Et vraiment, ils y sont allés à fond. Hein. On a une vraie culture du doublage en France et c'est pour ça que l'IA nous touche autant. Est-ce que vous pouvez par exemple m'expliquer qu'est-ce qui marque cette culture du doublage en France ? Déjà, la bande rythmo. En fait, la technique, tu vois, comme tu dis, c'est des gens qui sont formés, mais effectivement, en fait, rien que la technique du doublage, elle est très française, en fait. C'est la bande rythmo, donc tu sais, t'as le film, en général, quand tu vas enregistrer quelque chose, t'es devant ton micro, t'as ton directeur artistique et l'ingé son qui est avec toi, et puis t'as cet écran, et en dessous, t'as une bande qui circule avec un endroit qui dit c'est là où il faut que tu parles. Quand ça circule et que le mot arrive, c'est là que tu parles. Et ben ça, c'est une invention française. Le fait d'écrire sur cette bande et puis d'être complètement synchro, de pouvoir être complètement synchro avec les labiales. Alors précis, tu vois, par exemple, dans les pays de l'Est, on a vraiment une sorte de culture du doublage qui est complètement déphasée, où ils parlent un peu n'importe quand. C'est comme une voice-over. Voilà, c'est ça, c'est comme de la voice-over, comme de la voix off. Et souvent, c'est un seul comédien qui joue tous les personnages en Russie et en Pologne. Alors, je sais pas si c'est encore comme ça en Pologne aujourd'hui, mais ça l'était comme ça. Mais en Italie, ils sont sur timecode, carrément. Oui, tout à fait. Moi, j'ai doublé en Italie, c'est-à-dire que... à l'écran, ils ont des timecodes au moment où tu dois commencer. On te dit, cette phrase-là, elle commence à 10-25-01. Et donc, quand tu arrives à 10-25-01, hop, tu te cales. Mais du coup, les choses peuvent être un peu décalées. T'es pas forcément complètement dans l'image. T'as juste, tu sais la phrase que t'as à dire. Ça ne sera pas précis. C'est pas exactement à quel moment. Tu commences par là, que tu finis par là. Quelle lettre, quel mot, quelle ouverture de bouche ou fermeture de bouche tu dois faire. Et aujourd'hui, j'ai reçu un petit message d'amour de la comédienne qui fait Arale au Japon et qui est partie aussi en combat contre l'IA. Voilà, et qui m'a fait un petit message pour me dire bravo, on y va. On a eu aussi l'exemple des comédiens italiens. Oui, parce que c'est génial, parce qu'en fait, l'année dernière, on a lancé Touche pas ma VF avec la vidéo que tu as vue avec tous les comédiens de doublage auxquels on avait pensé, un peu connus, qu'on avait mis en scène pour crier à l'aide. Et alerte, surtout. Alerte. Et ça a produit une réaction un peu dans le monde. Il y a eu une vidéo similaire au Japon avec un groupe qui s'est formé qui s'appelle No More Mudan IA, qui est dirigé, qui est représenté par le comédien qui fait justement la voix de Freezer. Dans Dragon Ball. Ça, c'est rigolo. Et là, aujourd'hui... Arale. Donc, il y a Arale qui s'en occupe. Et Dr. Slump. Et sur Dr. Slump. Et là, aujourd'hui, il y a une vidéo qui est sortie sur les réseaux, une sorte de réseau un peu similaire à Touche pas ma VF, donc une sorte de collectif de comédiens. Italiens. Avec une sorte de syndicat italien. Et où les comédiens crient à l'aide aussi. Ils ont fait presque le même film que ce qu'on a fait avec Touche pas ma VF. Et notre film a eu à peu près 19 millions de vues. Cumulé. J'espère que le leur fera autant, quoi. Et t'imagines si dans tous les pays d'Europe, on arrive à se fédérer, ça serait carrément génial. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement, c'est de comprendre pourquoi l'IA particulièrement, parce que toi, par exemple, Brigitte, t'es dans le métier depuis très longtemps. Il y en a eu des avancées technologiques qui ont changé le monde du doublage, notamment l'arrivée du numérique. Je crois avoir lu des interviews de doubleurs qui disaient que l'arrivée du numérique fait que, du coup, on travaille plus vite, parce que les versions françaises doivent arriver plus vite en France. Pourquoi est-ce que l'IA, particulièrement,
c'est aussi dangereux pour les doubleurs par rapport à d'autres avancées technologiques d'avant? Parce que, déjà, l'IA, c'est du vol. L'IA n'existe que par le travail qu'on a fait avant. Donc, si on veut ma voix, c'est tout ce que j'ai fait avant qui sera recraché. Déjà, il n'y a que ça. Et 2, l'IA, c'est pour remplacer, c'est pour me remplacer. C'est-à-dire que moi, je regarderai quelque chose qui parle avec ma voix, mais je ne le ferai pas. Sans l'avoir jamais pensé, sans l'avoir jamais dit, sans l'avoir jamais pensé, sans l'avoir... et peut-être même sans ton consentement, sans que tu le saches. Absolument. Parce que pour l'instant, c'est possible de le faire sans consentement, sans rémunération évidemment, hein, ça on n'en parle même pas, mais c'est pas le but. Mais là on est plutôt sur de l'artistique et du problème de consentement et des problèmes éthiques en fait, de création. Et de traçabilité, parce que peut-être que ma voix a été mangée par la machine et recrachée avec le mélange d'une autre voix. Et ça, pour l'instant, je ne le sais pas, parce que je ne sais pas ce qui m'a été volé. Et je ne sais pas où c'est allé. Ça peut être à l'autre bout du monde et on fait de l'IA avec ma voix. Et en plus de ce vol de voix, il y a quand même une différence de ce que tu m'expliquais entre d'autres inventions technologiques qui ont changé le métier et l'intelligence artificielle où c'est complètement autre chose. Bah oui, parce que quand l'avancée technologique, c'est technologique, ça reste un outil. Et un outil, c'est utile. Et si l'intelligence artificielle reste un outil, elle l'est pour plein de métiers. Et c'est génial. Ça peut faire avancer la science, ça peut faire avancer plein de choses. Nous, on n'est pas contre l'IA. On est juste contre l'IA générative qui va remplacer des artistes. Voilà. Parce qu'un artiste, c'est une utilité extrême dans une société. C'est celui qui fait rêver. C'est celui qui va faire des propositions, qui va faire rire, qui va faire pleuvoir, qui va peut-être aussi pleuvoir, si je chante faux, qui va faire pleurer, qui va émouvoir. Et une intelligence artificielle ne pourra jamais, puisqu'elle n'a pas de sentiments, elle n'a rien à communiquer. Moi, si je suis artiste, c'est parce que j'ai des choses à dire, j'ai des choses à transmettre. Une IA, elle n'a rien à transmettre. Elle pense pas. Et puis, tu vois, ces révolutions dont tu parles, par exemple le passage au numérique, moi je te parlais tout à l'heure de la bande Ritmo, avant elle était dans une sorte de plastique transparent, une bande celluloïde qui défilait, donc qui était physique, et puis c'est pour ça qu'on appelait ça une boucle, 1 minute de film, c'est parce que tu avais une boucle de film de cellulo qui tournait en boucle, justement. Et on enregistrait une boucle, et puis après, on changeait la boucle et machin. Après, il y a eu une évolution où le truc, on a pu se dire, on va faire des longues bandes. Donc, en fait, au lieu de faire boucle par boucle, on va faire des bouts de film en entier. Donc là, il y a eu, c'était en gros 20 minutes de film, c'est ça, par 20 minutes. Ça. Donc, quand on faisait un long métrage, il y avait des changements de boucle. Des changements de bobine. Donc là, on mettait, tu vois, ça faisait des pauses de 20-30 minutes, toutes les 2 heures, qu'on passait d'une personne à l'autre, qu'on passait des scènes à l'autre, d'une scène à l'autre. Et puis après, il y a eu le numérique. Mais tout ça aussi, ça a pris quand même du temps. Il faut voir que ça a pris peut-être 5, 10, 20, 30 ans. Alors que là, le choc de l'intelligence artificielle, c'est que c'est quelque chose qui est en train d'arriver en 1 an, qui risque de tout changer, de remplacer les 2 tiers, les 3 quarts, voire la totalité des comédiens, des artistes, et sans qu'on ait notre mot à dire, sans qu'il y ait de propositions de protection par le gouvernement, par les organismes et les sociétés civiles. Et donc c'est ça qui nous inquiète aussi, et qui est énorme par rapport aux révolutions précédentes, tu vois. Et aujourd'hui, je voulais dire on a des camarades qui se battent dans le jeu vidéo parce que déjà, on entrevoit le fait de prendre leur voix pour faire de l'IA. Voilà. Oui, dans le chat, Dr. Campbell disait il y a 32 doubleuses françaises sur Apex Legends qui ont refusé de signer un contrat de training IA. Et voilà. Effectivement, c'est un groupe qui est passé directement par les comédiens pour leur demander de signer des contrats qu'ils n'avaient pas spécialement envie de signer, et on leur a dit si vous les signez pas, au revoir, le studio ne fera pas appel à vous. C'est grave. Heureusement, il y a un petit peu avec la sensibilisation qu'on a faite autour de l'IA, les comédiens sont un peu tous regroupés, rassemblés pour dire on est 31 comédiens.
C'est un jeu majeur quand même, hein, dans le jeu vidéo. C'est un truc qui a quand même beaucoup marqué, qui a quand même beaucoup marché. Donc on va dire non. Et j'espère qu'ils vont avoir gain de cause et puis qu'on va se retrouver avec un jeu avec des belles voix et les avec voix qu'on avait avant. Tu vois, qu'on va pas nous dire bon, on va mettre quelqu'un d'autre ou alors on va mettre une IA. Il y a déjà des exemples de moments où l'IA a remplacé des comédiens. Il y a notamment un exemple qui a beaucoup fait parler. C'est celle de la voix d'Alain Dorval. Donc la voix d'Alain Dorval qui a longtemps doublé notamment Sylvester Stallone. Et dans son dernier film, l'entreprise Eleven Labs a posté une vidéo en disant que la voix de Sylvester Stallone, ils allaient faire revivre Alain Dorval pour faire la voix de Sylvester Stallone. Je vous invite à écouter l'extrait si vous le retrouvez. C'est, si ce n'est moyen, c'est au moins désastreux. Moi, je dirais que c'est pitoyable. Ouais. Alors, il y a eu je vous invite à lire, il y a eu un papier de Check News sur cette affaire, parce que beaucoup de gens ont pensé que ça allait effectivement être une voix en IA dans le prochain film de Sylvester Stallone. En vérité, c'est plutôt Eleven Labs qui a fait un coup de com' en disant que ça allait être ça. Mais il y a quand même un vrai comédien qui va travailler. Ils ont quand même dit, regardez ce qu'on a fait, c'est magnifique, alors que franchement, il suffit de regarder ça 2 secondes pour se rendre compte que c'est de la merde. C'est pas magnifique du tout. Et puis, c'est terrible. Ouais, voilà. La question que je voulais te poser, Brigitte, c'est toi, quand tu as vu cet extrait, quand tu as entendu Alain Dorval, qui est donc, vous le savez, décédé aujourd'hui, quand tu as entendu Alain Dorval pour cet extrait, pour la voix de Sylvester Stallone, comment tu t'es senti ? Mal. Moi, personnellement, j'avais envie de pleurer parce que Alain, c'est quelqu'un que j'estimais beaucoup déjà parce que j'ai pu travailler à ses côtés et c'était un comédien qui était extrêmement exigeant sur son travail. Et là, on l'a saboté. C'était quelqu'un qui était très clairvoyant sur notre société et ce qui se passait et qui a été un des premiers à nous alerter sur l'arrivée de l'IA en disant attention, ce truc, ça va être un danger pour les comédiens. Et donc, savoir que c'est à lui que ça s'est adressé en premier, c'est dingue. Et moi, j'ai eu la chance de jouer le personnage, enfin les personnages de Alain que jouait Alain enfant. Donc on a souvent travaillé ensemble avec beaucoup d'amitié, de liens, parce que tu sais, j'ai eu la chance toute ma vie en fait d'être le fils de quelqu'un, le frère de quelqu'un, l'alter ego, etc. J'ai toujours le petit. Donc il y a beaucoup de liens affectifs qui se créent entre nous les comédiens. Et il y a beaucoup de gens qui m'appellent mon fils, ma fille, mon frère, ma sœur. C'est rigolo. Et là, Alain, voilà, on avait ce lien-là de fils à père et très exigeant, très qui n'hésitait pas à refaire quelque chose qui ne lui plaisait pas, etc. Puis grande gueule aussi, toi. Là, il aurait éclaté en disant c'est quoi cette merde, quoi. Mais vraiment. Vraiment. Ouais, et puis tu vois, une fois de plus, ça pose un gros problème éthique. C'est qu'est-ce qu'on fait avec nos morts. C'est vrai. Enfin, tu vois, est-ce que on peut se permettre de lui faire dire des choses qu'il a jamais pensé de son vivant ? Parce que là, l'IA, on arrive sur quelque chose qui est pas une œuvre déjà existante. Tu vois, tu te dis, ok. L'excuse qu'ils prennent, c'est les ayants droit. Les ayants droit, on dit d'accord, ou les ayants droit, on dit ok pour un test. Mais est-ce qu'on doit accepter ça ? Une œuvre qui existe déjà et qui a des ayants droit, c'est quelque chose qui a déjà été créé, qui va générer des sous après post-mortem, etc. Bon, pourquoi pas ayants droit, etc. Mais là, c'est une œuvre qui n'existe pas. Il n'y a pas d'œuvre. C'est juste une donnée biométrique, c'est la voix. C'est une donnée personnelle. C'est protégé par le RGPD d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et est-ce qu'on peut se permettre de se dire, je m'approprie, moi, Louis Lecordier, je m'approprie la voix de ma mère pour lui faire dire ce que je veux après qu'elle soit morte. Je suis pas sûr que ce soit très éthique. Ouais, ça me plairait pas des masses, à moins qu'elle ait accepté de faire quelque chose de tel expressément avant qu'elle disparaisse. Moi, ça me plairait pas trop. Ça serait curieux, ouais. Il faut que l'IA reste un outil.
Tant que c'est un outil pour réparer quelque chose, pour... Et justement, à ce propos, il y a une question que je trouve intéressante. Anime Guides dans le chat qui vous demande, pour compléter d'anciens doublages autrefois censurés, est-ce que l'IA pourrait aider les comédiens à reprendre leur timbre de voix d'époque? Est-ce que ça peut être un avantage à l'IA? Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, est-ce que vous voyez, par exemple, des usages à l'intelligence artificielle qui pourraient bénéficier aux comédiens de doublage? Est-ce que ça peut exister? Et celui-là, par exemple? Celui-là, pourquoi pas? Il n'est pas inintéressant. Il faudrait se poser la question. Mais là, ça reste un outil. Mais oui, parce que tu vois, celui-là, il remplace personne. La personne qui a fait le rôle à l'origine va le refaire. Et effectivement, il y aura l'aide de l'IA pour replacer la voix, remettre un timbre, rajeunir, je ne sais pas. Ça peut être intéressant, des usages comme ça. Mais ça va être très ponctuel. Et tu vois, c'est ce qui fait aussi l'objet des discussions qui sont en cours avec les majors et... les grands commanditaires de doublage, c'est qu'est-ce qu'on met dans les contrats, qu'est-ce qu'on autorise, qu'est-ce qu'on n'autorise pas pour le jeu vidéo, pour le doublage, pour les films, tu vois, tout ça, c'est des choses qu'il faut discuter. Mais le problème, c'est que cette révolution est tellement foudroyante et on y met tellement d'argent et on y met tellement peu de réflexion. Enfin, on a vu ce qui s'est passé un peu avec le sommet de l'IA et tout ça, c'est allé très, très, très vite, sans beaucoup de contre-avis, tu vois, de remise en question. Ça va tellement vite que voilà, on ne prend pas le temps de se poser ces questions-là, qui sont essentielles pour moi, réguler et en fait, protéger. Protéger. Il faut nous protéger, il faut légiférer, il faut cadrer, il faut tracer. Et une fois qu'on a fait ça, on est tous tranquilles. On peut travailler tranquillement, on peut continuer de faire rêver les gens, on peut continuer de les faire rire et pleurer. Et on peut continuer, nous, de faire notre travail. Et il y a des outils qui vont être géniaux pour nous aider à parfaire un truc ou pas remplacer, mais réparer quelque chose qu'on aurait cassé. Ça, pourquoi pas? Ce que je trouve hyper intéressant, c'est tout simplement la différence entre remplacer quelque chose et utiliser un outil. Moi, par exemple, dans le montage, ça m'arrive d'utiliser de l'IA pour améliorer une voix, par exemple. Adobe, ils ont sorti un truc comme ça. C'est très pratique. Bien sûr. Ou quand tu as du bruit autour ou des choses comme ça. Enlever le bruit, détourer un personnage, etc. C'est l'IA et c'est génial, mais c'est un outil. Et en aucun cas, on a remplacé quelqu'un. C'est pas censé être une source d'inspiration, quoi, ou une source de création. C'est ça qu'on veut dire. Et il y a quelque chose aussi que je voulais souligner, c'est que je pense qu'il y a pas mal de gens qui se disent que le doublage français, de toute façon, aujourd'hui, tout le monde regarde des séries en VO sous-titrées. Non, ça c'est les Parisiens qui pensent ça. Parce que 85% sur toutes les plateformes confondues, de tous les séries, films, animés, etc., sont regardés en VF. En France. 85%, c'est énorme. Ouais. Et c'est très parisien, en fait, évidemment, de dire on n'a qu'à apprendre les langues. Bon, d'abord, on peut pas apprendre toutes les langues, déjà. Et ce qui est chouette, c'est d'aller voir aussi des pays, des films dans d'autres pays, des films turcs, des films russes, des films japonais, des films coréens. Aujourd'hui, les films coréens arrivent en France, enfin. On peut pas parler toutes ces langues et merci d'avoir une VF parce que ce qu'il faut se dire aussi, c'est que quand on regarde en VO, la VO donne des sous-titres, mais les sous-titres, ils sont pas toujours extraordinaires. Oui. Si tu prends par exemple, si tu prends une IA pour faire les sous-titres, t'auras de la merde. Ah oui. T'auras de la merde en VO. Il y a des exemples très concrets. On parlait de The Mask tout à l'heure. Freeze dans les sous-titres, il l'aurait pas fait pareil. Je prends un autre animé, Dan, qui est très chouette. Je crois qu'il y a une séquence qui avait fait beaucoup parler parce qu'il y a un moment dans la version originale où il danse autour d'une chanson. Il prend une chanson japonaise très connue. En français, c'est J'irai chercher ton cœur. Ça nous parle, tu vois. Mais voilà, c'est une adaptation. C'est une adaptation culturelle. Sur ce côté où parfois on peut entendre que plus personne n'écoute de doublage en français. Tu le disais, Brigitte, c'est faux, mais je vais donner 3 exemples très concrets. Petit 1, mon amoureuse. Mon amoureuse, par exemple, qui parle pas parfaitement bien anglais et qui écoute tout en version française. Premier exemple. Deuxième exemple, le jeu vidéo. Il y a plein de gens qui jouent aux jeux vidéo et qui préfèrent se concentrer sur le jeu, ne pas avoir la version en version originale. Et donc il y a beaucoup, une grande place du doublage français dans le jeu vidéo. Troisième exemple,
les enfants. Louis, tu me disais quand on s'était appelé il y a 2 jours, le premier secteur de doublage où c'est le plus attaqué, c'est les doublages de dessins animés pour enfants. Bah, en fait, voilà, moi, j'ai toujours le truc de l'éthique et de machin, etc. Mais il y a aussi l'éducation, quoi. C'est un truc qui est hyper important et qui me paraît super dangereux avec l'usage non encadré de l'intelligence artificielle. C'est que on risque de se retrouver avec des métiers primordiaux remplacés. Donc que ça soit des profs, du doublage, des choses qui vont former des traducteurs, enfin voilà, en fait des professions qui forment nos enfants. Et là, le truc en général où on met le moins de budget dans le doublage, etc., c'est le dessin animé, et alors encore moins le dessin animé pour enfants. Donc je te disais, il y a eu My Little Pony qui a été fait entièrement avec de l'IA. Tu écoutes le truc, c'est vraiment à pleurer, et tu te dis qu'il y a des millions d'enfants qui vont regarder ça, qu'il va y avoir d'autres choses après ça, et que tu te dis, est-ce que j'ai envie que mon enfant apprenne à parler, à réfléchir avec une IA? Comment est faite cette IA? Est-ce qu'il y a des gens qui sont malfaisants derrière? Est-ce que, tu vois, enfin, il y a plein de choses à se proposer. Je fais juste une petite aparté sur My Little Pony, parce que du coup, j'ai un petit peu regardé quand vous m'en avez parlé. Oui. My Little Pony raconte une histoire. C'est sur cette série précisément qu'ils ont pris de l'IA pour tout faire, pour faire les voix. Et ce qui est terrible, c'est que c'est seulement la saison 2. Donc, c'est-à-dire que la saison 1 avait des acteurs de doublage. C'est ça, toi. Et pas la saison 2. Voilà. Et ça, là, c'est grave. Effectivement, enfin, le dessin animé, pour moi, les dessins animés pour enfants, c'est ce qui risque d'être touché en premier. C'est très déplorable parce que les enfants vont être habitués à ça. Une fois qu'ils sont habitués à ça, ils vont demander ça, et il y aura plus de comédiens, il y aura plus de création artistique. Et pour moi, une IA, elle peut créer que des choses qui sont dans les stats moyennes. T'auras jamais de trucs qui ressortent vraiment. Si c'est créé par de l'IA, c'est moyen. Donc si tout le monde demande de la soupe, tout le monde demande du moyen, c'est nul. Horrible. C'est horrible. Ça fait une société. Oui, plate. puis les dessins vont être plats, ça va être du ressucé, et comment je veux dire, et les enfants, ils n'iront plus, ils auront plus envie d'aller au musée découvrir des acteurs ou des musiciens ou ou des peintres, parce que ils seront abreuvés de choses bof, quoi. Voilà. Et puis je voulais dire aussi que dans le dessin animé, dans le doublage, il n'y a pas que du doublage de produits étrangers. Oui. En France, on est un des premiers créateurs de dessins animés en général, d'animés et de produits créés en France. Et notamment, Oui Oui, le dernier Oui Oui a été créé par la Gaumont France. Pipoudou pour les plus grands, c'est Bobby Pills, Vermine, Les Cassos, Petite Mort avec Davy Mourier. Voilà, et tout ça, il faut leur donner des voix, ces personnages. On va pas à nouveau reprendre de l'IA pour. Donc, on a besoin de comédiens. Ça, c'est effectivement un truc dont on n'a pas parlé depuis le début. C'est les créations à partir de rien. Toi, par exemple, Brigitte, t'as des exemples comme ça où t'as dû créer une voix à partir de rien. Comment ça s'est passé? Comment est-ce que tu l'as réfléchi? Comment est-ce que t'as ajouté ce supplément d'âme de Brigitte Lecordier dans telle ou telle œuvre? Déjà sur Oui Oui, non? Déjà sur Oui Oui, mais il y a un truc qui est encore plus probant, c'est sur ma chaîne YouTube, il y a un petit programme qui s'appelle Allô, c'est Ninou, qui sont des canulars téléphoniques que j'ai fait avec ma voix d'enfant. Je me fais passer pour un petit garçon ou une petite fille, je dis jamais qui je suis, qui a 4 ans et qui va poser effectivement des questions philosophiques aux gens. Et dans une société comme la nôtre où on dit toujours que les gens sont égoïstes, pas sympas, etc., là, tous mes interlocuteurs, t'as envie de les prendre dans tes bras et de leur faire des gros câlins, tellement ils sont super avec ce gamin. Ouais, c'est plein de bienveillance. C'est beaucoup, voilà. Et les gens rient avec moi, on rit pas contre eux, etc. Et ça a été mis en dessin animé. Donc, du coup, les auteurs de dessins animés, le réalisateur, les graphistes ont pris ma voix, c'est-à-dire toi, ça a été monté comme un sketch, en fait. C'est moi qui les ai montés, parce qu'initialement, c'était plutôt pour la radio. Hein. Alors, au début, je pensais que ça serait pour la radio. Et en fait, on m'a proposé pour le dessin animé et c'est passé sur Canal+. Donc, c'était purement sonore au départ. Donc, c'était purement sonore.
et j'ai fait un montage sonore. Et là-dessus, les graphistes se sont collés sur ce que je disais, sur mes émotions, sur ce que je racontais avec la personne. Et du coup, ça fait une création et de personnages, parce qu'on connaissait pas l'autre interlocuteur. Par contre, moi, on me connaissait, donc on a fait un petit ninou en fil. Et voilà, ça, c'est de la pure création. C'est sorti de mon cerveau. Et voilà, et c'est les dessinateurs qui sont mis au service de la voix. Il se passe la même chose sur Pipoudou, par exemple. Je travaille avec Balak. Ah oui. Balak, lui, il a l'idée de ce petit hamster rose. Tout nu. Qui va raconter un petit peu. Il a son pull. Qui va parler de sexualité. Et comment je veux dire, et Balak m'a choisi parce qu'il a grandi avec moi et parce qu'il avait une affinité avec ma personnalité par rapport à ce petit personnage, ce petit hamster, et m'a demandé d'amener ma drôlerie dans ce personnage plus la sienne. Et puis on s'est bien amusé réellement à faire exister ce petit hamster. Et après, les dessinateurs, on avait un vague animatique pour se donner le rythme, pour pas que je m'étale trop longtemps. Et après, les dessinateurs et le réalisateur a animé ça sur les voix. Et c'est souvent qu'on fait ça, tout ce qui est création française, souvent ça part de la voix. Et je reprends quelques messages dans le chat. Dr Crumble qui parlait de Allô c'est Ninou, c'est à mourir de rire. Merci. Merci pour ça, Brigitte. Le dessin est hyper touchant en plus. Oui, le réalisateur, c'est Nicolas Guyotto. Je sais pas comment il a fait, il est rentré dans mon cerveau parce que, en fait, tu vois, j'avais peur quand le producteur m'a dit, je vais le faire en dessin animé. Je lui ai dit, ça va être nul, tu vas imager ce que je suis en train de dire. Ça va être bof, quoi. C'est pas très artistique, justement. Il me fait, mais non. Sur Ninou? Ouais. Oui, sur Ninou, ouais. Et il me dit, mais non, si je choisis un réalisateur, c'est justement quelqu'un qui saura faire autrement. Et Nicolas, en fait, j'adore parce que des fois Ninou dit un truc et dans le dessin il me fait mentir en fait. Et Ninou fait autre chose. Et ça c'est génial et je me dis il a tout compris qui j'étais et ce que j'avais envie. Je me disais pour compléter ta question sur les premiers touchés. En fait, je me disais, les premiers touchés aussi, ça va être les jeunes comédiens. Parce que l'IA, on va l'utiliser pourquoi? On va se dire, moi, il y a la voix de Brigitte, et puis il y a la voix de Vincent Ropian, et puis il y a la voix de Alexis Thomasian, la voix de Dorothée Pousseau. C'est des voix que je veux réutiliser dans mes projets. Alors, je vais en faire une IA, et puis je vais les utiliser. Et puis, en fait, tout le monde va utiliser ces voix-là. Et puis, en fait, on va se retrouver avec quelque chose où les gens auront disparu. Leurs voix seront toujours là pour travailler, et puis les jeunes comédiens n'auront pas leur place pour faire leurs armes, et notamment, tu vois, quelque chose qui est vraiment probablement qui sera touché très fort par l'intelligence artificielle, c'est les ambiances et les rôles occasionnels, rôles secondaires. Là déjà, il y a eu une histoire je me rappelle plus du nom du jeu, très récemment, un jeu vidéo qui a été fait en Europe, et en fait, ils ont fait faire les personnages principaux en France par un studio avec des vrais comédiens. Et en fait, tous les personnages qui sont autour, et les personnages secondaires et les ambiances et tout ça, c'est que de l'IA. Et le résultat est cataclysmique, quoi. C'est vraiment moche et tout le monde s'est plaint. Et en plus, du coup, les studios qui, eux, avaient fait le travail avec des vrais comédiens se sont fait lyncher. Oui, alors qu'eux, ils disaient, mais non, nous, on a fait l'enregistrement, c'est pas nous, c'est machin, on n'a pas utilisé l'IA. Et au contraire, on a fait travailler des vrais comédiens. Et donc, nous, quand on commence en doublage, en général, t'es comédien, mais quand t'arrives en doublage, les premiers trucs qu'on fait, c'est le directeur artistique qui pense à toi en disant je vais peut-être le mettre sur ce petit rôle-là, ou je vais peut-être le mettre dans une ambiance, des gens qui crient, des machins, des trucs. C'est comme ça que tu fais tes armes, quoi. Et parce que t'es là, et parce que aussi, du coup, tu vas voir ce que font les autres. Tu vas voir Brigitte Lecordier travailler, tu vas voir Donald Renew travailler, tu vas machin. Si t'es curieux, tu restes et t'apprends. Et en fait, ça
Ça va se perdre. les jeunes comédiens ne seront plus en studio, en fait. Ou alors, il faudra arriver à être déjà une star pour en faire. Enfin, tu vois, c'est... Les comédiens de ma génération, on a eu beaucoup de chance parce qu'on n'avait pas la technologie en numérique. Donc, on était obligés d'être tous ensemble pour enregistrer. Et du coup, on enregistrait avec nos pairs et avec les comédiens qui étaient là depuis bien longtemps, les Roger Carrel, les Francis Lax, les Pierre Trabeau, etc., qui étaient des exemples pour nous. Moi, ma voix de dingue, c'était Jacques Thébault, qui est mon premier grand film. Je l'ai fait avec... merde, je me souviens plus de son nom. Qui fait la voix de John Wayne. Raymond Loyer. Ah oui. Raymond Loyer. Et t'imagines, t'es jeune comédien, ton premier grand film, tu as quelqu'un à côté de toi et tu fais « Mais cette voix, je la connais par cœur. C'est trop génial. » Et il est très généreux et il va prendre le temps de t'apprendre ton métier, quoi. C'est génial. Ouais. Et en fait, ça me parle par rapport aussi à tout ce qu'on disait sur l'enfance, l'impact des doublages sur les dessins animés pour enfants, sur les enfants. Moi, je veux juste poser une question aux gens qui nous regardent. En fait, s'il y avait eu de l'IA à l'époque, moi, je me serais jamais souvenu de mes héros d'enfance et de leur voix et de leurs petits gimmicks. Je parlais tout à l'heure de Son Goku et son ta-na-na-na-na. Moi, tu le fais bien. Comment tu fais déjà? Ah bah attends. Moi, je fais plutôt... C'est exceptionnel. Bon, Et bah même voilà. avant, tu sais ce que je dis? Nuage magique! Mais voilà, mais typiquement, c'est des trucs qui sont vraiment iconiques. Et ça, avec de l'IA, on l'a plus. Bah, du coup, je suis pareil, pour préparer cette émission, je suis allé écouter le My Little Pony raconte une histoire en IA. En fait, bon, ok, ça passe, why not? Mais il n'y a pas ce truc, quoi. Il n'y a pas ce côté iconique. Et ce qui est terrifiant, c'est que si j'avais été gamin et qu'on m'avait drainé à la sauce voix par IA, en fait, peut-être que je me dirais aujourd'hui, bah, en fait, ça passe. J'ai déjà vu, par exemple, des commentaires sur Twitter qui parlent de My Little Pony, qui disaient « Oui, bon, ok, c'est pas parfait, mais franchement, ça va, ok. » Ah, quelle horreur. Ouais, mais du coup, en fait, derrière, il n'y a plus rien d'iconique. Il n'y a plus rien d'iconique. Oui, puis on s'habitue à de la crotte, quoi. Et puis, je voulais dire un truc aussi, ça touche bien sûr nous, ça touche les enfants, ça touche et tout ça, mais aussi ça touche les gens qui ont des difficultés ou qui sont différents. Par exemple, il y a pas longtemps, j'étais en convention et j'ai eu un couple de malvoyants qui est venu m'apporter d'ailleurs un dessin qu'ils avaient fait, te rends compte, c'est génial, de Son Goku. Et ils m'ont dit, mais vraiment, Brigitte, on est avec vous. S'il vous plaît, battez-vous pour pas qu'il y ait de l'IA. Parce que nous, en fait, le film, on le voit presque pas. Et ce qu'on voit, c'est ce que vous nous faites passer. Et nous, on voit le film à travers vos voix. Et c'est ça qui est important. Et c'est pour ça qu'on est attaché à vous. Et c'est pour ça qu'on vient vous voir. Par pitié, ne faites rien en IA, quoi. Et ça, tu te dis, oui, c'est vrai, elle a raison. En fait, ça aide aussi les malvoyants, ça aide aussi les enfants autistes, ça aide les gens qui sont dyslexiques, qui peuvent pas lire des sous-titres à longueur de journée. Ça aide aussi les gens qui ont envie de se poser le soir après une bonne journée de travail et qui se disent je vais regarder un super film, mais je vais le regarder dans ma langue, ça sera plus facile. Et on a le droit aussi de se faire plaisir. Parce qu'il faut pas oublier que le cinéma, c'est quand même un divertissement. Ouais. Voilà. Alors, bien sûr, c'est un apprentissage. Ouais. Mais pas que, quoi. Voilà. Et puis, moi, je voulais parler aussi de... en fait, tu sais, sur tout ce truc de l'IA... Déjà, moi, je voulais faire un petit témoignage comme toi, tu sais, quand on se dit les choses qui nous ont marqués. Moi, je sais, je t'en avais parlé au téléphone quand on s'est vu, mais vraiment, il y a une fois où on était au restaurant après une pièce de théâtre avec ma maman et mon papa. On discute avec une comédienne qui était dans l'équipe de théâtre et puis qui vient manger avec nous, etc. Et puis elle me dit mais tu sais, j'ai fait un peu de doublage. Et je lui demande mais bon, t'as fait quoi? Elle me dit j'ai fait Dolores Ombrage dans Harry Potter.
Et je fais attends, c'est celle qui est toute rose là, qui est un peu méchante, enfin qui est très gentille au début, ministre de la magie, etc. Et puis qui devient horrible, etc. Et elle me fait oui, tu sais, c'est celle qui fait le un truc comme ça. Et là, ça a résonné dans ce que j'ai sans doute regardé ça à un moment de ma vie qui était important ou je sais pas quoi, mais ça m'a donné les frissons. Et ça, c'est vrai que c'est des trucs que t'auras pas avec une machine. C'est un truc que elle a ajouté. C'est sa petite son petit pincée d'originalité et qui fait que du coup, t'as les poils quand elle te le fait, quoi. C'est drôle, c'est marrant. Mais c'est ce qui marque le plus, ces petites choses-là. Ouais, oui. Et puis en plus, je sais pas si t'avais prévu d'en parler, mais il y a derrière l'IA dans le doublage, il y a quand même un argument qui est uniquement économique en fait. Donc je sais pas si tu avais... Si, bien sûr, mais en fait c'est tout l'enjeu. Par exemple sur My Little Pony, je crois avoir lu que bien évidemment c'était pour des raisons économiques qui sont passées par de l'intelligence artificielle. Vous avez dû le vivre, de parler avec des producteurs qui prennent des décisions économiques pour en considérant moins la qualité de l'intérieur. Comment est-ce que on le vit dans le business du doublage? Tu sais, c'est arrivé tout au long de ma carrière, en fait. Des ajustements de budget, des remplacements. Il y a eu tout le temps des ajustements de budget, en effet. Et puis, il y a même des plateformes, enfin, pas des plateformes, des distributeurs qui s'étaient rendus compte que il y avait d'autres pays francophones que la France, qu'en France, on est très protégé parce qu'il y a des conventions collectives et tout ça, mais qu'ailleurs, on parle français, mais il n'y a pas de convention collective. Donc, si on allait faire, par exemple, du doublage au Canada, et on a eu le doublage au Canada dans les années 90, beaucoup de choses sont parties là-bas en disant on a trouvé moins cher. Je crois qu'il y a même One Piece qui est parti au Canada à un moment. Si je dis pas de bêtises. Alors, Canada, c'était parti en Belgique. Oui. Parce qu'une fois le Canada passé là-bas, en fait, ils disaient le Canada, c'est quand même loin. C'est quand même pas pratique s'il y a des choses à changer, etc. Et ils ont trouvé un autre pays qui était la Belgique, qui est pas loin. Et donc, nos homologues belges, en fait, ils gagnent genre 3 ou 4 fois moins que nous. Et ils n'ont pas notre convention collective. Ils se sont battus pour avoir une convention collective qui n'est pas arrivée à notre niveau. Et du coup, c'est toujours notre menace à nous. C'est vous voulez pas le faire moins cher? Pas moins cher. On va partir en Belgique. On va le faire en Belgique. Et notamment, énormément, les animés et les produits pour enfants. On dit, j'ai pas le budget, on va aller en Belgique. Et c'est la menace, toi. Alors, du coup, t'es obligé de dire, je vais le faire plus vite ou en moins de temps, ou toi, pour gagner, parce que nous, on a une convention qu'on peut pas, bouger. Et tant mieux. Par définition, ouais. Et, mais toi, on va trouver des astuces pour coûter moins cher, mais c'est dingue, quoi. Et tu vois, justement, cette histoire de convention collective, donc c'est en gros pour expliquer aux gens qui savent pas trop, mais dans le doublage, on a des sortes de prix minimum à payer en fonction du lignage qu'on fait, donc le nombre de lignes, et puis des cachets minimums. S'il y a moins de temps de lignes, si tu t'es déplacé pour travailler, tu vas avoir un minimum. Un mini. Ça s'appelle un mini. Oui. Et c'est vachement bien. Bien sûr, a priori, ça défend les comédiens. Parce que un comédien qui rentre dans le métier sera payé autant qu'un comédien qui est là depuis longtemps. Au moins au minimum syndical. Oui. Et c'est quelque chose qui est dû à de longues luttes et des grèves, etc. et des choses qui ont même un peu déchiré le métier dans les années 90. Ça a été dur parfois, et qui justement nous donne un peu d'espoir aussi, enfin moi en tout cas me donne un peu d'espoir sur l'IA, c'est de se dire en fait on peut donner notre avis, lutter, avoir des lois qui nous protègent, parce que justement ces conventions collectives et ces choses qu'on appelle des DADR, etc., il y a des comédiens qui se sont battus pour les obtenir dans les années 80-90. Et nous, on peut peut-être se battre là-dessus et on peut peut-être en faire quelque chose d'important qui va, tu vois, pour le futur, léguer quelque chose aux prochains comédiens qui seront protégés, tu vois. Ça permet de se donner peut-être presque une vision de ce qui se passera dans le futur. Est-ce que on peut se dire que, pour l'exportation du doublage au Canada, en Belgique, ça s'est passé comme ça. Peut-être qu'on peut s'imaginer que pour l'IA, ça va se passer comme ça. Est-ce qu'on peut se réfléchir comme ça?
Je saurais pas dire, Franchement, je peut-être. saurais pas trop dire. Ouais. Mais en tout cas, c'est un exemple qui m'inspire. Enfin, pour me dire, on peut continuer à se battre pour avoir des droits et pour être protégé. Et en plus, tu vois, je te disais, c'est un argument économique, purement de coupure, enfin de réduction de budget pour la création. Mais il faut quand même savoir que le doublage en France, donc avec tous ces métiers confondus, tu vois, il y a une vingtaine de métiers ou une trentaine de métiers. Une trentaine de métiers. Tu vois, les ingés sons, les adaptateurs, les détecteurs, les comédiens, les prods, enfin, il y en a plein de métiers. Tout ça, ça rapporte le sound design, tout ça, oui, les musiciens, etc. Bon, tout ça, ça rapporte plus de 700 millions de chiffre d'affaires en France. C'est quand même quelque chose qui n'est pas négligeable. C'est à peu près 15 000 emplois. À peu près 15 000 emplois au total. 15 000 emplois au total, ça veut dire beaucoup de cotisations. C'est des systèmes qui s'auto-entretiennent aussi avec, par exemple, les trucs du CNC, etc. Tu vois, quand les bourses du CNC, elles financent des projets parce que justement, derrière, tu emploies des gens. Il y a des cotisations sociales, ça fait marcher le système et du coup, on peut redonner de l'argent pour des nouveaux projets. Bon, moi, je trouve que ça, c'est une boucle vertueuse et cette boucle vertueuse, elle peut être brisée. Et donc, c'est pour ça qu'il faut se défendre et demander au CNC de nous soutenir, à la CNIL et au ministère de la Culture et à tous les comédiens et les gens qui font partie de cet écosystème de se bouger. Avant de terminer cette discussion, je vais vous lire un petit message dans le chat. Chafouin79. Coucou, c'est Ancelin. Je suis avec papa et maman. Je ne veux pas d'un robot à la place de ma petite voix de Brigitte. Bisous. Oh, il faut que je vous parle d'Ancelin alors, s'il est là, mon petit chouboudou. Ancelin, c'est un petit garçon qui est autiste, justement, et qui était un petit autiste non-verbal et qui a découvert, grâce à son papa, qui est un grand fan de Dragon Ball et de Brigitte Lecordier, bizarre. Il a découvert un truc qui s'appelle Allo c'est Ninou. Et petit Ancelin, s'est un peu identifié à ce petit personnage et s'est mis à parler et à lire. Et aujourd'hui, il lit plein de BD. Voilà, et son cadeau de Noël, c'était de venir voir Brigitte jouer au théâtre. À Paris. À Paris. Et voilà. Et c'est chouette. Et c'est aussi pour ça qu'on fait ce métier. Et merci Ancelin, parce que c'est important, effectivement, c'est l'accès à la culture pour tous aussi, le doublage. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. C'est que tout le monde ne parle pas les langues. Tout le monde n'est pas un intellectuel. Tout le monde n'a pas les facilités que peuvent avoir certains. Et soyons ouvert et c'est pas un hasard si 85% des gens regardent en VF, c'est que ça procure quand même une facilité et c'est un accès réellement à la culture parce que dans nos doublages on parle une vraie langue française, voilà, et en plus nos auteurs ils touchent des droits d'auteur. Or avec l'IA, je pense que les auteurs on ne saura pas qui c'est et à qui donnera-t-on les droits d'auteur. On fait des gros bisous à Ancelin qui nous regarde. Merci Ancelin, moi aussi je te fais plein de bisous. Merci beaucoup d'avoir participé à cette discussion. Merci à vous, merci à Libé, c'est chouette. Merci Corentin de nous avoir reçus, c'était super. Oui, parce que c'est important de parler de ces sujets-là et d'avoir le temps d'en parler parce que souvent c'est très rapide et là on a pu effectivement faire un peu le tour et de voir à quel point c'est destructif.